Sébastien Leblond, je travaille dans un service qui s'appelle le service du patrimoine naturel, et dans ce service en fait on a trois tutelles, trois organismes qui s'occupent de nous. Il y a l'Office français de la biodiversité qui a été créé au 1er janvier cette année, le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de l'exposition qui avait eu lieu l'année dernière au Musée de l'Homme, et puis un peu ce que je vais essayer de faire là ce soir, c'est de changer votre regard. Les mousses, effectivement, j'aurais parlé des orchidées, j'aurais pas fait la même chose, les gens seraient venus, auraient une belle idée des orchidées. Là, quand on parle des mousses, on arrive souvent avec un a priori en disant, ben voilà, c'est le petit truc vert qui commence à faire tache sur mon mur, et mon objectif, c'est de vous transformer en vous montrant que ça peut être artistiquement beau, on le verra tout à l'heure avec Akira aussi, et que ce sont des plantes qui méritent votre attention. Alors, pour ceux qui seront le plus férus et qui pourront le plus écouter, on peut aller jusqu'à ça. C'est une procession qui a lieu tous les ans en Espagne et qui commémore depuis 800 ans une victoire qu'ils ont eue sur les morts, où en fait ils sont allés prendre un château en se cachant la nuit et en se couvrant de mousse, et du coup ils commémorent cet épisode depuis 800 ans. Alors, ce que je vais commencer en fait, c'est pour être sûr d'avoir bien votre attention jusqu'au bout, c'est inhabituellement, on va commencer par d'abord répondre aux questions. Et donc, je vais répondre aux questions les plus usuelles qu'on a concernant les mousses. La première, c'est est-ce qu'elles indiquent le nord? Eh bien, oui, mais très souvent non. En fait, les mousses, elles vont essentiellement pousser là où c'est le côté plus humide. Il se trouve que souvent, quand on a un arbre droit, le côté plus humide, ça sera le nord. Mais pour peu que vous ayez un arbre un peu incliné, ça va suivre l'inclinaison. Et puis si vous êtes en Bretagne, c'est l'image qui est en bas, ben là par contre des mousses, vous en avez partout et vous serez perdu. Non, c'est pas vrai. La deuxième, c'est comment est-ce que je l'élimine de mon gazon? Comment je m'en débarrasse? Alors, derrière cette question, il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec Akira, qui est, moi ce que j'appelle la mousse, c'est le paradoxe du jardinier. C'est pourquoi est-ce qu'en Occident, donc ces deux photos de gauche, ben on va essayer de scarifier, on va tout faire pour l'enlever de son terrain, alors que les deux photos de droite, c'est ce qui se passe au Japon, c'est les fameux jardins de mousse, où là la dame, elle est à genoux, et elle essaye d'enlever le brin d'herbe qui pousse au milieu du tapis de mousse. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre les deux? Eh bien, ce qu'il faut bien se souvenir en plus, par contre pour le jardinier français, c'est que la mousse, elle ne tue pas et elle n'étouffe pas l'herbe. Elle se développe parce que l'herbe n'est pas bien. Donc si vous voulez ne plus avoir de mousse, il faut que vous traitiez votre gazon pour qu'il soit bien. On prend un golf. Dans les golfs où ils mettent beaucoup d'énergie sur le gazon, il n'y a pas de mousse qui pousse. Au passage, deux choses, et qui vont aussi éclairer l'écologie, qu'on va parler des mousses, c'est qu'en fait, et on en parlait un peu tout à l'heure sur la reproduction, il y a de la reproduction sexuée, donc ça veut dire qu'il y a besoin d'un brin mâle et d'un brin femelle pour se reproduire. Et il y a aussi de la reproduction qu'on appelle asexuée, c'est-à-dire sans sexe, qui est le principe de je prends un bout de feuille, je prends un brin de mousse et ça me redonne un autre brin de mousse. D'accord? Et donc ce qu'il y a, c'est que souvent le jardinier, ben, il est content, il fait ce qu'on appelle il scarifie son terrain, c'est-à-dire il prend une espèce de râteau comme ça particulier, et puis il arrache la mousse. Et puis comme il est tout content, et puis ben, il décide de continuer à arracher la mousse sur tout son terrain, même là où il n'y avait rien, et qu'il n'avait pas besoin de venir. Sauf qu'il y a des petits brins de mousse qui sont restés accrochés à son râteau, et en fait ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'ensemencer tout son terrain de mousse. Donc voilà, la scarification, c'est juste faire attention que là souvent, vous êtes en train d'en mettre partout de la mousse. Et puis, ce jardinier, il est tellement consciencieux qu'il utilise en plus du sulfate de fer. Alors le sulfate de fer, c'est parce qu'on en met parce qu'on veut tuer la mousse, on veut être sûr qu'elle est morte. Mais sauf que le sulfate de fer, c'est de la nourriture pour la mousse. Donc elle en mange tellement qu'elle meurt. Sauf que l'année d'après, ben, il y en a un peu moins de cette nourriture dans le sol. Et du coup la mousse, ben, ça a acidifié le sol, ce que la mousse préfère, et en plus, son plus faible quantité, donc la mousse, elle va manger ce qui reste, et elle va être encore plus verte. Donc l'année d'après avoir traité, ben, en fait notre mousse, elle est encore plus belle sur le terrain. Donc
Donc la conclusion, c'est passons du côté japonais et essayons d'utiliser les mousses dans notre terrain. La dernière, c'est à quoi servent les mousses. Alors, il y aura le volet utilisation par l'homme qu'on verra la semaine prochaine. Mais sinon, ce qu'on peut voir, c'est que souvent les mousses, au niveau écologique, ça va être des espèces pionnières. Ça va être des espèces, comme on voit là sur le côté, qui vont pousser sur des cailloux, là où il n'y a rien d'autre qui pousse avant. Et donc, du coup, ça va commencer à faire un humus, un sol, et il y a d'autres plantes, d'autres choses qui vont pouvoir se développer. Elles vont être très importantes dans les cycles de l'eau et des éléments, notamment au milieu forestier. Les tourbières, où il y a des sphènes dans les grands territoires, sont des grands puits à carbone, maintenant où on parle du réchauffement climatique. Et puis, c'est aussi un habitat très important pour tout ce qui est micro-organismes. En fait, c'est leur maison. Souvent, si vous tapez sur Internet, alors ça, c'est ce qu'on appelle les tardigrades, c'est les fameux petits oursons d'eau, et vous verrez toujours qu'ils sont quasiment tout le temps dans les mousses. Et ça, c'est intéressant à regarder les tardigrades, pas pour les enfants, parce que ce sont des petits oursons qui sont très particuliers, où ils résistent à quasiment tout. On a été même capable de les envoyer dans l'espace, et ils sont revenus, ils étaient encore en vie. Tu vois? Donc ça, regarde sur Internet les tardigrades. Alors, rapidement, mousse, qui êtes-vous? C'est de commencer par dire, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un peu compliqué, c'est plantes photosynthétiques. C'est-à-dire c'est une plante. Alors là, c'est pour ceux qui seraient vraiment néophytes, c'était juste là-dessus aussi de dire, attention, les mousses ne sont pas des lichens et les lichens ne sont pas des mousses. Les lichens sont des champignons et les champignons ne sont pas des plantes. Et là, en fait, c'est les mousses, comme le reste des plantes, elles vont produire ce qu'elles ont besoin comme nourriture directement à partir de l'air, des sels minéraux et du rayonnement solaire. Et ça, pour faire ça, elles vont utiliser notamment les chloroplastes et la chlorophylle, c'est ce qui fait que les plantes sont vertes. Donc là, on a des photos de feuilles de mousse, où on voit bien que la feuille est verte, et pourtant, il y a un certain nombre de mousses aussi qu'on va appeler dans le règne des sphènes, qu'on appelle en latin sphagnum, qui eux vont pouvoir prendre différentes couleurs. Les mousses, en fait, c'est aussi des plantes de petite taille. Alors voilà, ça c'est la plus petite qu'on a en France. Les feuilles font moins de 0,3 mm. L'espèce la plus grande, ça par contre, elle pousse en Nouvelle-Zélande, elle peut faire jusqu'à 70 cm de haut. Voilà, on a un écart entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, celle qui est à gauche, la petite arverne, en fait, c'est une espèce et un genre qui ont été décrits pour la première fois en 2015. Donc ça veut dire qu'en France, en métropole, on trouve de nouveaux genres et de nouvelles espèces de mousses. Et donc ça, elle a été décrite dans le Massif central. C'est pour ça que ceux qui se souviennent d'Astérix, ça s'appelle une arverne. Alors l'origine des plantes, on considère que les mousses font partie des premières, avec un groupe sœur, des cousines, mais on n'en parlera pas ici, qui s'appelle les hépatiques, des premières plantes à être sorties de la mer, des premières plantes terrestres, il y a à peu près 440 millions d'années. Donc là, je vous ai mis deux exemples en photo de fossiles, en fait, où on peut retrouver des mousses. Et donc soit dans l'ambre, en bas, soit avant, directement dans la pierre. On estime qu'il y a à peu près 15 000 espèces de mousses dans le monde. Il y en a à peu près 850 en France, en métropole. Alors, les mousses, à quoi ça ressemble? Si vous n'avez jamais pris un brin de mousse, en fait, c'est assez simple. C'est une tige avec des feuilles et puis en bas des rhizoïdes. Donc ça, vous avez les trois photos après vues du dessus de la même plante et vues des côtés avec là ici une feuille qui est très simple avec juste une couche de cellules en fait. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont des plantes qui n'ont pas de racines. J'ai employé le mot rhizoïde exprès et c'est pas des racines. Les rhizoïdes, ça veut dire que ce sont des filaments qui vont permettre à la plante de s'accrocher à son support. Mais ça ne va pas s'enfoncer dans le sol et ça ne va pas puiser l'eau et les nutriments à partir du sol. Donc en fait, de la même façon, ce qu'on veut dire par vasculaire, c'est que quand on a un arbre, tu as déjà vu un arbre, il a des racines, donc il va chercher l'eau dans le sol avec ses racines, et l'eau remonte à l'intérieur de l'arbre,
tu as déjà entendu parler de la sève, et donc ça monte à l'intérieur. Et bien les mousses, elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas de racines, et elles n'ont pas de remontée comme ça de sève. Donc ce qu'elles vont faire, et ça c'est un peu les exemples qu'on a en bas, et bien l'eau de pluie, elles vont se nourrir de l'eau de pluie, et l'eau de pluie va arriver directement, et va rentrer directement dans les feuilles et dans la tige. Donc elles se nourrissent vraiment de l'air du temps, en fait. Alors ça, c'est des mousses un peu différentes, qu'on rencontre très souvent, qui sont cette fois-ci, tout à l'heure on a vu une mousse qu'on va appeler non ramifiée, c'est-à-dire qu'on a une tige avec les feuilles directement sur la tige, et là après on va avoir des mousses ramifiées, avec une tige, des rameaux sur cette tige, et à chaque fois des feuilles dessus. Et donc là, sur la première, on arrive ici à voir les feuilles, donc on a là, voilà, si je me mets là, on va voir. Là on voit la tige avec les feuilles, alors qu'ici, on a la tige, ça c'est tous les rameaux secondaires, et en fait les feuilles sont invisibles ici. Elles sont de vraiment moins d'1 millimètre et on ne les voit pas. Ici, identiquement, on voit un petit peu, les feuilles, on les devine, ici, tout en fait. Donc sur les mousses ramifiées, souvent on a des feuilles beaucoup plus petites que sur les mousses non ramifiées. Et en fait, cette notion de mousse ramifiée ou non ramifiée va aussi avoir un impact sur leur milieu de vie. C'est-à-dire que souvent, les mousses non ramifiées, elles vont se développer en coussins. Et donc ces coussins, vous en avez un certain nombre de photos sur la gauche. Et puis, sinon, les mousses ramifiées vont plutôt être en tapis. Donc soit en tapis avec des brins qui vont être verticaux, un peu toutes les photos que vous avez là, soit des brins, c'est celle qui est en haut à droite, qui vont ramper sur le substrat. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure juste du brin avec des feuilles. Il y a une autre partie qu'on voit en haut, qu'on va appeler cette fois-ci, alors ça chacun a un nom scientifique, c'est ce qu'on appelle le sporophyte. Et ça va permettre de produire les spores, ce qui va permettre la reproduction, et on va en parler juste là. Et par contre, de la même façon, ce sporophyte, là vous avez toutes les photos qui sont représentées, peuvent prendre des formes et des couleurs, un peu tout ce qui est possible, en fait. Et vous en avez en haut aussi. Tout ce que vous voyez en haut, ce sont des sporophytes par rapport aux brins de mousse. Alors, comment est-ce qu'elles se reproduisent? Alors, on a le tableau là-bas. C'est assez simple. Nous, sur les mousses, en fait, on n'a pas des graines. On a ce qu'on appelle des spores, comme pour les fougères. Et la spore va se déposer au sol, va donner ce qu'on va appeler un protonéma, c'est-à-dire un espèce des grands filaments verts. Et à partir de ces grands filaments verts, ça va bourgeonner pour donner ce gamétophyte, c'est-à-dire cette tige avec ses feuilles. Et puis au bout d'un moment, cette tige avec ses feuilles, il va y apparaître des organes sexuels dessus. Et ces organes sexuels, il y a un moment de maturité où, au niveau de l'organe mâle, il va y avoir des spermatozoïdes qui vont être produits et qui vont féconder l'organe femelle. Et à partir de là, va naître le sporophyte. C'est-à-dire qu'en fait, le sporophyte, ce que je vous ai montré juste avant, c'est l'enfant de la fécondation. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on peut en discuter après, mais voilà, c'est le plus simple. Et c'est en fait ce cycle-là qui fait qu'on appelle ça derrière des bryophytes et des mousses et qu'on distingue du reste des plantes. Parce qu'on a des spores avec ce cycle derrière, très simplement. Alors juste pour illustrer par exemple des cas particuliers, et ça permet d'entrer déjà aussi dans le monde d'Akira, c'est une espèce qui s'appelle Schistostega pennata. Donc vous avez la photo en bas du brin de mousse, et bien ce brin de mousse, quand il se reproduit, et bien il donne un protonéma, donc c'est ce qu'on voit là, hein, c'est ce filament vert qu'on avait tout à l'heure. Et bien ce filament vert, il est luminescent. Donc en fait, souvent cette mousse, on va la trouver dans les terriers, dans les grottes. Et donc ça donne un aspect très luminescent, ça c'est des photos prises sans flash. C'est la vraie lumière qu'on peut observer, et du coup c'est pour ça que les Anglais l'appellent l'or des farfadets. Et donc il y a plein de légendes derrière cette espèce-là en fait, et donc c'est parce que pour se développer, le protonéma, quand il pousse dans les grottes, il a besoin de lumière, et donc ça rejoue exactement comme les yeux d'un chat. C'est-à-dire c'est rempli de petits miroirs qui reflètent la lumière. L'autre manière de se reproduire,
on l'a dit tout à l'heure, c'est la multiplication végétative, c'est-à-dire c'est de la reproduction sans sexe. C'est-à-dire un bout de mousse peut en donner un autre. Donc là, il y a deux exemples. En haut, c'est, il arrive que la mousse se mette d'elle-même à faire comme si elle faisait des petits boutons, et qui sont juste des clones d'elle-même. Donc ça, c'est au bout, elle produit ça au bout de ses feuilles, et ça permet de faire des clones. L'autre morceau, c'est en bas, c'est un Satrica pagorum. Voilà, donc ici, ils ont mis une feuille, c'est une feuille de cette plante-là, et ici, sur la feuille, directement, commencent à pousser ici les gamétophytes, donc les fameuses tiges avec les feuilles. Là, on voit les rhizoïdes qui se développent, et là, en plus, il y a des protonémas qui se développent. Donc ça veut dire que n'importe quel bout de feuille, de mousse, peut en donner une nouvelle. Ça, cette photo-là, je l'ai mise parce qu'en plus, elle a un autre sens. Ce sont des Suisses qui ont mené cette expérience-là, et spécifiquement, cette feuille-là vient d'un échantillon d'herbier. C'est-à-dire qu'ils l'ont gardé pendant 27 ans. C'est un échantillon de mousse qui était gardé dans une enveloppe dans l'herbier pendant 27 ans. Ils l'ont juste mis avec un peu de lumière et mis dans une coupelle d'eau, et la feuille de mousse est repartie. Donc en plus, derrière, on en reparlera un tout petit peu après, les mousses sont capables de très bien résister au temps. Un autre exemple de reproduction, c'est le Splatnum. Alors là, vous savez, c'est un genre qui pousse, où la mousse pousse sur les excréments d'animaux. Voilà, ça va être déjà plus intéressant pour les enfants là-dessus. Donc en fait, ça passe. Et donc nous, en France, on le trouve essentiellement sur les bousses de vache, sur le crottin de cheval, dans des prairies un peu humides. Et donc ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on voit ici, à chaque fois, la mousse qui est tout en bas, là ici, pareil, là la mousse elle est ici, et ce qu'on voit là, ça c'est les sporophytes, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'organe de reproduction. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs choses sur les photos. On va voir des formes particulières avec des couleurs très importantes. En fait, cette mousse-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des sporophytes avec des grandes capsules. Ces grandes aréoles vont permettre en fait aux insectes de venir s'y poser. Et les insectes vont participer à la dissémination des spores. Comment est-ce qu'elle fait? En fait, la mousse produit des odeurs qui sont identiques à la crotte sur laquelle elles vivent. D'accord? Donc si elle vit sur une bouse de vache, la mousse, elle émet les mêmes odeurs que la bouse de vache. En plus, elle a des couleurs qui vont attirer les insectes. Donc les insectes sentent l'odeur, arrivent en plus avec la couleur, et en plus, il y a une grande surface pour se poser. Donc ils ont tout moyen de se poser, donc ils se posent, ils y restent un bon moment, et la mousse à ce moment-là produit ces spores qui sont collants, qui se posent sur les insectes, et l'insecte à ce moment-là après va les poser sur une autre bouse de vache, et va pouvoir disséminer les spores à ce moment-là. Alors, juste sur la question mousse après, où habitez-vous? Souvent, vous pouvez vous dire que vous voyez des mousses quand vous voyez alors nous, on appelle ça des bryologues. Alors ça pourrait être des moussologues, mais non, c'est des bryologues. Donc des gens avec des loupes à quatre pattes, et vous avez les chances de voir des mousses derrière. En fait, les mousses, elles colonisent toutes les régions du globe, depuis les déserts jusqu'aux plus hautes montagnes, et depuis le littoral jusqu'aux montagnes. Donc en fait, ça colonise tous les milieux, sauf le milieu marin. En fait, les mousses sont les premières plantes à être sorties de l'océan, et elles ont perdu cette capacité à revenir. Donc il y a juste une des mousses, par exemple, je vous l'ai mis là en exemple, Schistillum maritimum, qui arrive à revenir près des embruns, mais on n'est pas vraiment face à la mer. Elle ne sera pas sur les cailloux, juste en face de la mer. Là en bas, du coup sur le côté, ça c'est en Islande, surtout par rapport au volcan et tout ça, s'il n'y a que de la mousse en fait là-bas. Ce qu'il faut voir, et ça on en reparlera, c'est essentiel justement aussi dans le travail d'Akira, c'est que quand on a des mousses, derrière, il y a 4 facteurs qui vont jouer un rôle essentiel sur l'endroit où on va la trouver. C'est la lumière, la température, l'humidité et le pH. Alors le pH, c'est ce qu'on appelle c'est l'acidité. Est-ce que c'est acide ou pas? D'accord? Et ça va jouer sur, par exemple, les matériaux.
Ça, je vous ai pris une photo sur les bords de Seine. Ça, c'est les berges juste en face du muséum. Et ben, donc là, vous avez la Seine qui est juste là. Et ça, c'est les grands remblais qui arrivent en béton. Là, ici, vous avez le tapis de mousse qui est partout. Il s'est mis partout. Et puis là, sur ce volet-là, en fait, on voit que la mousse, elle s'est développée que sur la pierre et jamais sur le joint en ciment. Donc il y a quelque chose dans le joint en ciment qui fait que la mousse ne s'y installe pas et ne s'y installera jamais, pour le moment. Après, je vous ai juste mis à côté une brouette. Ça, c'est pour ceux qui veulent commencer à faire des jardins de mousse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent en disant ben, « je voudrais faire pousser des jardins de mousse, comment est-ce que je fais ?» Et bien justement, c'est juste de se rappeler qu'il faut jouer avec ces 4 paramètres. Et quand je vais prélever des mousses en forêt, ça ne sert à rien d'essayer de faire des tacs de mousse sur mon mur qui est peint. Souvent les gens, parce qu'il y a plein de recettes, comment est-ce qu'on fait des tacs de mousse ou tout ça, il faut aller chercher des mousses qui sont dans le même habitat que là où vous voulez les remettre. Alors une fois qu'on a joué là-dessus, juste vous redire, par exemple, on a parlé de cette résistance à l'eau. Ça, juste une toute petite anecdote. On est en Arctique, pas très loin du Groenland. Il y a le réchauffement climatique. On sait que les glaciers reculent. Donc ça, c'est le cas du glacier Titrop, qui est là. Et donc là, le glacier recule. Et vous voyez bien que petit à petit, on commence à mettre en évidence la végétation qui était en dessous, qui était coincée par le glacier. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des carottages. Et donc là, on devine ici la carotte ronde de prélèvement. Donc on est encore vraiment au milieu de la glace. Hein. Ça, c'est la glace. Il reste quelques centimètres de glace, mais ils ont fait quand même un carottage. Et puis ils se sont dit, ça serait bien qu'on essaie de déterminer ce qu'on a prélevé. Et donc du coup, ils l'ont mis dans une petite coupelle, ce que vous avez là-haut. Et puis ils se sont dit, on va le réhumidifier. On va remettre quelques nutriments un peu, et on va voir ce qui va se passer. Et là, vous avez les mousses qui sont parties. Alors tout à l'heure, on avait des mousses dans l'herbier qui étaient reparties 27 ans après. Là, ça faisait 400 ans qu'elles étaient sous la glace. Et là, elles sont parties comme si de rien n'était. Donc il y a quand même une forme de résistance de ces plantes vis-à-vis justement de l'eau. Alors après, effectivement, les milieux où on va les trouver, on a essentiellement parlé de mousses terrestres depuis tout à l'heure, mais on en trouve partout dans toutes les rivières. Là, vous avez un certain nombre d'exemples, que ce soit des rivières naturelles ou même juste les sorties de fontaines ou autres, vous aurez des mousses derrière. Et puis, après, sur les habitats terrestres, vous avez soit des habitats naturels, c'est plutôt ce qui est en haut, donc ça va pousser sur les troncs d'arbres vivants, troncs d'arbres morts, sur les feuilles, directement sur le sol, sur les cailloux. Et puis après, vous avez plutôt le volet en bas, qui va être sur de l'habitat plutôt anthropique, plutôt créé par l'homme. Et là, vous en avez sur les routes, sur les toits, sur les murs, y compris maintenant, dès que vous mettez un peu de ferraille rouillée, vous avez des mousses qui poussent. Voilà, et après, on fait plein de choses avec les mousses. On a commencé à en parler un peu dans quelques diapos, là, ici. Et puis, ça sera en fait le thème de la prochaine présentation. Oui, parce que Sébastien Leblond revient donc le samedi 1er février à 16h pour approfondir, continuer, c'est la suite. Donc on a beaucoup parlé de la relation entre les mousses justement et la lumière, qui est important, et du coup je propose qu'on suive Akira faire la transition. Merci.